Moi, c'est Frédéric Ben. Je suis co-directeur du Centre de prévention des violences conjugales et familiales depuis 11 ans maintenant et je suis dans la boîte depuis plus de 20 ans. Et donc le Centre de prévention des violences conjugales, pour faire très simple, parce que c'est un peu compliqué, mais on a trois actions principales. Une première action qui se déroule ici dans nos bureaux, rue des Colonies, c'est notre service d'aide aux justiciables. On fait vraiment notre permanence téléphonique, on reçoit vraiment les victimes le premier contact par téléphone, on fixe des rendez-vous ici si nécessaire et on propose alors une aide sociale et psychologique ici, de soutien psychologique. Pas thérapeutique, mais vraiment du soutien psychologique sur les questions de violence conjugale. Donc ça, c'est notre première activité. Notre deuxième activité, c'est nos maisons d'accueil avec adresse secrète. Et là, on a deux maisons. Une qui s'appelle le Refuge, qui a une capacité de 34 lits, et la Parenthèse, qui a une capacité de 31 lits. Et là, on y héberge uniquement des femmes victimes de violences conjugales, accompagnées ou non d'enfants, et sans limite d'âge pour les enfants. Ça, c'est quelque chose d'important pour nous. C'est que même un jeune ou une jeune qui aurait 18-19 ans peut être hébergé avec sa maman. Et notre troisième action, c'est plutôt notre action de sensibilisation et de formation. Donc on est disponible aussi bien pour les jeunes dans les écoles ou dans les services de jeunes. On a un projet d'ailleurs avec des maisons de jeunes. Et aussi dans les écoles, les universités, mais aussi les professionnels. Donc on est disponible pour tout ça. Et notamment une de mes collègues forme au processus de domination conjugale, qui est un outil d'évaluation des risques. Voilà, pour ce que nous faisons très très rapidement. Il nous a apparu évident dès le début du confinement, au tout début 2020, que la crise allait vraiment avoir un impact sur les femmes, qui sont souvent dans les grandes crises qu'on a déjà rencontrées, sont les premières victimes de ces crises. Et donc on s'est dit, oh là là, le confinement, ça veut dire que les femmes soit vont être en surcharge de travail parce qu'elles sont beaucoup dans les métiers de, comme on dit, de care, d'aide aux personnes, et donc vont devoir rester sur le terrain pour pouvoir, comme femme de ménage, comme assistante médicale dans les hôpitaux, ou même les femmes de ménage dans les hôpitaux qui ont dû, voilà, tous ces services-là, ben, on a vu les crèches qui sont restées ouvertes pour que les infirmières puissent continuer à travailler, etc. Donc clairement, c'était très genré. Donc, et puis beaucoup ont perdu les petits boulots qu'elles avaient, le petit boulot au noir ou les petites heures complémentaires qu'elles font, parce que soit le patron a fermé dans les restos, dans l'ORECA, dans le nettoyage de bureaux, puisque tous les bureaux étaient fermés. On s'est dit tout de suite que là, ça allait être très très inégalitaire. Quand on a pris en charge dès avril 2020, 50 places supplémentaires dans un hôtel à Bruxelles, où on a pu accueillir en urgence. Et donc les femmes téléphonaient à notre permanence téléphonique. La personne qui était de permanence téléphonique évaluait la dangerosité de la situation, avec le processus de domination conjugale dont je vous ai parlé notamment, et estimait s'il fallait un hébergement d'urgence. S'il y avait nécessité d'un hébergement d'urgence, alors l'équipe de l'hôtel reprenait le relais et accueillait la femme en fonction de leur capacité à sortir, à appeler la police pour se faire accompagner, etc. Et donc on a gardé cet hôtel-là pendant 15 mois. Donc on a fermé au mois de juin 2021. Donc ce qui a vraiment permis d'accueillir vraiment en urgence des femmes. On se voyait mal dire, ben non, écoutez, nos maisons d'accueil sont complètes, vous verrez bien, on réouvrira quand le confinement sera fini, et on verra bien à ce moment-là. C'était inimaginable pour nous de se dire ça. Et donc c'est en ça que les pouvoirs publics ont quand même assez vite réagi. On a fait partie d'une task force aussi, ma collègue et moi, où on a pu renvoyer directement l'impact du confinement sur le terrain, directement à nos responsables politiques qui ont pu en effet dégager des moyens financiers assez importants et assez rapidement. On a partagé nos chiffres avec Bruxelles et Prévention et Sécurité pour qu'ils fassent une analyse des chiffres. Et pour vous donner juste une idée, en avril, on a eu 250% de demandes d'hébergement en plus que d'habitude. 250%. Donc vous voyez, et c'est là où on s'est dit, l'hôtel, il a vraiment tout son sens. Il a vraiment eu toute son utilité là. Plus spécifiquement en violence conjugale, on s'est dit ça va être une catastrophe.
réellement une catastrophe parce que non pas que les femmes et les enfants qui subissent des violences conjugales n'aient pas l'habitude d'être confinés, puisqu'en fait, étant parfois très très contrôlés, ils ont l'habitude de rester à la maison, d'être cloîtrés, d'être limités dans leurs échanges sociaux ou familiaux. Hein, c'est vraiment le principe de l'isolement. Donc ça, on s'est dit, elles connaissent, entre guillemets, mais par contre, l'auteur n'a pas du tout l'habitude de devoir rester à la maison. Lui, il vit sa vie en général, il contrôle à distance, mais ici, il va être 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et donc, les femmes et les enfants, on s'est dit, ce qui va être compliqué, c'est qu'ils n'ont pas à avoir ces bulles de respiration où la tension rediminue, puisque monsieur va travailler, puisque monsieur va voir ses amis, puisque monsieur va faire du sport, peu importe, mais les moments où il part, la tension peut un peu retomber. Mais là, ça ne s'est pas passé comme ça. Et donc, la situation a fait que les situations de violence conjugale étaient déjà présentes avant. Hein. Quand on a analysé les arrivées chez nous, on voyait qu'il y avait déjà de la violence conjugale avant le confinement. Mais ça s'est vraiment très très fort cristallisé et la dangerosité a fortement augmenté. Le confinement, le couvre-feu ont fait en effet que, je n'ai pas cité les jeunes, mais ils sont aussi retrouvés beaucoup plus enfermés avec un sentiment très très difficile. On a entendu beaucoup de jeunes se plaindre que mentalement et psychologiquement ils allaient très très mal parce qu'ils étaient très fort coupés de leurs relations amicales qui sont évidemment essentielles pendant cette adolescence-là. La difficulté du travail à distance avec l'école, d'être coupé des professeurs. Hein. Beaucoup de jeunes ont parlé de cette difficulté à vivre par caméra interposée, alors qu'on pense toujours, nous, qu'ils sont toujours sur les réseaux sociaux et qu'ils sont très à l'aise avec ça. Et puis, en fait, finalement, ils ne sont pas si à l'aise que ça, semble-t-il. Ils l'ont mal vécu. Et je sais qu'une étude de Bruxelles Prévention et Sécurité a montré que l'augmentation, qu'il y a eu des augmentations de violence sur les jeunes. Parce que je pense que les parents ont eu beaucoup de mal à maintenir ces jeunes à domicile et que ça a amené énormément de tensions. Et donc clairement, on a vu dans les chiffres, en tout cas à Bruxelles, on a vu qu'il y avait une forte augmentation des violences sur les jeunes. D'ailleurs, les équipes SOS Enfants, à la sortie du premier confinement, ont décidé, s'il y avait un deuxième confinement, ce qui a eu lieu, de ne pas fermer comme ils ont fait au premier. Ils se sont rendus compte qu'il était très très important. Il était très important qu'ils soient présents dans ces moments-là de prise en charge de maltraitance d'enfants. Donc oui, ça a clairement perturbé les choses. Après, nous, on a un public qui n'est pas toujours adolescent. On a eu des adolescents qui étaient hébergés avec leur maman, mais qui sont dans un cadre particulier où finalement, dans nos maisons avec adresse secrète, ils ne sortent pas toujours beaucoup. Et donc, ils n'ont pas ressenti trop ce besoin-là parce qu'habituellement, ils ne sortent pas trop, puisqu'ils perdent un peu leurs habitudes quand ils viennent et qu'ils sont hébergés chez nous, évidemment. Le confinement et la fermeture, on n'a pas connu. Puisque nous, nos services, nos maisons d'accueil, évidemment, étaient complètes à ce moment-là. Donc, on a continué à accueillir les femmes et les enfants qui étaient hébergés. Donc, nos équipes ont continué à travailler. On n'a pas du tout fait la même chose que ce qu'on fait d'habitude, puisqu'évidemment, on devait garder des distances. On demandait aux femmes et aux enfants de rester dans leur chambre, de rester dans leur studio en fonction de là où elles étaient. Donc, on a beaucoup géré en fait, la crise. On n'a pas fait notre travail habituel, mais en tout cas, on était présent. Donc, on n'a pas fermé. Le seul service qui a fermé, c'est notre service ambulatoire ici, puisqu'on ne pouvait pas recevoir les gens en rendez-vous, puisque les gens ne savaient pas sortir. Et les femmes ne pouvaient pas venir à leur rendez-vous, puisqu'elles étaient toujours avec leur partenaire. Donc, elles ne savaient pas dire je vais sortir, allez mon rendez-vous au centre de prévention, je reviens, tu t'occupes des enfants pendant ce temps-là. Donc elles n'ont évidemment pas pu se déplacer jusqu'ici. Donc on a décidé de fermer ce service ici, mais par contre notre permanence téléphonique a toujours fonctionné et on l'a même élargi au week-end. On a vraiment couvert beaucoup plus de 8h à 20h tous les jours, aussi bien en jour de semaine qu'en week-end ou même en jour férié. On a ouvert notre permanence téléphonique de 8h à 20h tout le temps. Donc notre service était fermé pour le présentiel, mais au niveau téléphone, on est resté ouvert. Et pour les suivis qui étaient déjà en place, alors on a essayé de trouver des alternatives, soit de faire des rendez-vous par téléphone, soit par visio.
par WhatsApp vidéo, par Zoom, par Teams, enfin, toutes les plateformes que maintenant tout le monde connaît bien. On a essayé de maintenir ça en fonction évidemment de la possibilité numérique des femmes que nous accueillons et que nous suivons. Donc là, on sait qu'on en a perdu une grande partie puisque la fracture numérique quand même touche quand même beaucoup de gens. La distanciation sociale, le port du masque, ont changé nos habitudes. C'est vrai que dans notre secteur, on travaille aussi beaucoup avec le non-verbal. Quand on reçoit une personne en entretien, parfois son non-verbal est plus parlant que son verbal. Et donc c'est vrai que ça a été plus compliqué de décoder certaines choses. On a juste dû décoder, entre guillemets, avec les yeux. Les yeux parlent aussi, mais un peu différemment. Donc je sais que les équipes ici ont eu un peu de mal, en effet, à un moment, à travailler avec le masque. Heureusement, on avait investi dans des panneaux donc avec la distance, donc ce qui permettait quand même aussi que quand on était en entretien individuel, vu que nos locaux sont assez spacieux, de pouvoir mettre la distance, le panneau et de permettre quand même un rendez-vous un peu plus classique. Mais dans le groupe, en effet, ça a été plus compliqué parce que là, évidemment, la distanciation sociale n'était pas assez bien installée que pour se permettre de l'enlever. Donc là, les travailleurs ont eu un peu de mal, mais finalement, se sont très très vite adaptés. On a une capacité d'adaptation dans le social qui est assez impressionnante. Comment est-ce qu'on va pouvoir continuer à travailler pour encore mieux accueillir les victimes, comment encore mieux accueillir les enfants exposés aux violences conjugales et aussi comment on peut mieux prendre en charge les auteurs. Parce que pour nous, on est très d'accord avec ça sur le principe, c'est que accompagner les auteurs, c'est aussi augmenter la sécurité des femmes et des enfants victimes de violences conjugales. Donc c'est important de faire les deux, mais de travailler ensemble. D'ailleurs, nous, on travaille avec Praxis, eux travaillent avec les auteurs, nous, on travaille avec les victimes, mais ça a tout son sens qu'on travaille ensemble. On donne d'ailleurs des formations ensemble, et donc il faut vraiment beaucoup améliorer encore ce suivi des auteurs. Et je pense qu'un des exemples, c'est l'Espagne. L'Espagne est très 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 en avance sur ces questions de genre et sur ces questions de violence. Ils ont une loi fédérale, enfin je sais pas, en tout cas pas fédérale mais nationale, qui prévoit vraiment ces questions de genre, mais dans tous les aspects de la société, aussi bien au niveau de l'insertion socio-professionnelle, l'éducation, l'emploi, etc., la justice, la police. Il y a vraiment tous ces secteurs qui sont pris en question sur la question des violences conjugales. Donc si je peux, une approche transversale qui permet par exemple qu'une victime en Espagne, par exemple, si elle doit arrêter de travailler parce qu'elle doit fuir son partenaire, elle a droit au chômage tout de suite. Elle n'est pas sanctionnée par le chômage. Si c'est une victime qui est indépendante, pendant 6 mois, ses charges ne doivent pas être payées. Ben voilà, au niveau de l'insertion socio-professionnelle, il y a des formations spécifiques pour les victimes de violences conjugales pour trouver de l'emploi. Il y a des conventions avec des entreprises qui ont des exonérations fiscales s'ils engagent des victimes de violences conjugales. Vous voyez, il y a tout ça. Par exemple, si une femme vient à mourir du fait des coups de son mari, le mari n'aura pas droit à la pension de veuf. Et la pension de veuve sera versée aux enfants s'il y en a. Vous voyez, donc ça brasse vraiment tout ça. Les femmes qui sont sans papier se voient attribuer un droit de séjour temporaire et un droit de travail temporaire si elles sont reconnues comme victimes de violences conjugales. Donc vous voyez, vraiment tous les secteurs de la société sont pris en charge et en question. Donc je pense que l'exemple, en tout cas européen, il est clairement en Espagne.